Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Je vous donne rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille, en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle interview, un petit peu plus longue que d'habitude, mais vraiment, mes invités sont assez extraordinaires. Ils vont nous partager un projet inédit, je crois. En tout cas, ce sont les seuls que je connais qui ont fait ça. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de recevoir Estelle et Mansour. Ce sont tous les deux les parents d'Ismaël. Et sur l'année scolaire 2024-2025, ils sont partis 1 an en voyage. Encore des tours du mondistes. Oui, mais Estelle, Mansour et Ismaël n'ont pas fait un voyage comme les autres. Ils sont partis en van. Déjà, c'est pas aussi courant que ça, un tour du monde en van. Mais alors eux, ce sont des comédiens. Ils sont partis présenter une pièce de théâtre partout dans le monde, à des publics habituellement éloignés du théâtre. Un projet un petit peu fou, un voyage dans le voyage, qui nous raconte avec beaucoup de tendresse, de sincérité, d'humilité aussi, vraiment beaucoup de joie de repartager tous ces bons moments qu'ils ont vécus sur scène, entre eux, avec leur fils, avec les gens qu'ils ont rencontrés. Bref, c'est un épisode vraiment qui m'a transportée. Je l'avais en tête depuis très longtemps, puisque je les ai un petit peu suivis sur Instagram pendant notre propre voyage. J'espère vraiment que cet épisode va vous transporter, vous faire voyager, autant qu'il m'a fait voyager moi, derrière mon ordinateur, en visio avec Estelle Mansour. Et je vous souhaite une très belle écoute. Estelle Mansour, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on part en tour du monde, mais pas un tour du monde comme les autres. Vous allez nous raconter ça. Je vais pas tout dévoiler là dès les premiers mots. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, pour commencer ? Allez, commence. Eh ben, je vais commencer. Bonjour Floriane. Merci pour ton invitation. Alors, je suis Estelle Bonnier-Belladje et je reviens d'un tour du monde avec mon mari et mon fils. Et je suis comédienne, professeure de théâtre, et voilà. Et toi, Mansour ? Ouais. Alors, elle n'a pas dit, mais elle est prof au cours Florent. C'est une école que beaucoup de personnes connaissent. Oui, en effet, même les gens qui gravitent pas dans le milieu du théâtre, on connaît ce nom-là. Donc, moi, je m'appelle Mansour, j'ai la chance d'être le mari d'Estelle, mon nom de famille c'est Bella, je suis aussi comédien, donc pas mal spécialisé en improvisation théâtrale, mais pas que. Et j'ai un deuxième métier, je suis consultant formateur en soft skills, donc en compétences comportementales. Donc j'interviens beaucoup auprès de plein d'entreprises, dans une boîte dans laquelle je suis très investi. Je suis indépendant dans cette boîte-là et je travaille sur ce que l'on appelle le savoir-être. On n'a pas donné nos âges, on s'en fout, non ? Bon. Et si c'est important pour toi, vas-y. Hein ? Donc c'est un sujet. Non, si tu ne dis pas, je ne dis pas. Ah bah moi je peux le dire. Hein. Ok, bah, quel âge ? Bah j'ai 50 ans. Oh là, ok. Bon, moi j'ai 40, je vais bientôt faire 49 ans. Ah oui, t'es même pas trop sûr. Je veux juste dire qu'il n'a pas encore 50 ans et qu'il est content de ne pas encore avoir 50 ans. Ouais, c'est ça. Et vous avez un fils quand même ? Ah oui, c'est vrai, il est parti à l'école. Eh ben, Ismaël a 14 ans. C'est un grand garçon très sympathique. C'est notre fiston. Et il est parti donc avec nous sur ce tour du monde. Ce n'est pas du tout, il n'est pas acteur, hein, il est collégien. Il aime plutôt le tennis, le foot, le badminton. Mais il nous a suivis, il a répété avec nous, il a joué avec nous. Ouais. Et il a vraiment assuré, il a beaucoup travaillé. Ouais. Il a fait sa 5e, donc du coup, avec le CNED. Ouais. Et puis là, il est en 4e et tout se passe très bien. Génial. Donc le job a été fait sur les routes. Ouais, même si au retour, il y a eu un petit coup de réaliser que le voyage était vraiment fini, parce qu'Ismaël, à un moment donné, nous a dit, mais finalement, depuis qu'on est rentré, qu'est-ce que je fais ? Je me lève, je vais au collège, je rentre, je fais mes devoirs, je me couche, je me lève, je vais au collège, je rentre, je fais mes devoirs, je me couche. Écoute, c'est déjà pas mal, t'es à l'heure, t'as tes cahiers. Mais voilà, il y a eu un petit moment, il était très heureux de rentrer et aussi un petit moment de dire, mais en fait, c'est fini, en fait, ce qu'on a vécu est derrière. Enfin, voilà. On a vendu notre véhicule il y a 1 mois et demi et j'espère qu'il se met
écoutera pas ce podcast, tant pis. Il a pleuré pendant 3 soirs, quoi. Ouais. Il n'y a pas que lui. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, j'espère que j'écouterai pas ce podcast, mais j'ai aussi pleuré pendant plus de 3 soirs. Chacun a fait son deuil à sa façon, plus ou moins devant la famille, mais ouais, ça a été dur pour tous les trois. Donc là, vous nous avez glissé là quelques petites pistes sans trop en dire, mais donc vous êtes partis pendant 1 an sur les routes avec un véhicule aménagé. Tout à fait. Avec, donc toi Estelle, tu as embarqué ton métier avec toi, j'ai envie de dire, ton mari et ton fils dans une aventure théâtrale. Vous êtes partis donc pendant 1 an avec une pièce de théâtre. Avant de parler de ce projet-là de 2024-2025, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est venue cette idée d'aller jouer une pièce autour du monde? Alors peut-être Mansour, tu veux reprendre le premier voyage pour comprendre la genèse de pourquoi on a pris la route? Très très rapidement, en 2017, on est parti une première fois. On est parti suite à la vague d'attentats qu'il y a eu à Paris et à Nice aussi. Et au lendemain des attentats de Nice, c'était le 15 juillet, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce monde qui nous entoure? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire ce que l'on sait faire, on va proposer du théâtre et apporter notre contribution. Voilà. Et du coup, 2017, on part pendant 6 mois de Paris jusqu'à Téhéran, en camping-car. Ismaël a 5 ans et demi. On part avec un spectacle, on joue gratuitement dans les écoles. Donc, de Paris à Téhéran en passant par la Finlande. Et on fait 24 000 kilomètres. Et pendant 6 mois, c'est un pur bonheur. Cette expérience a été très, très, très marquante. Et puis, on a eu envie de récidiver. Pour info, sur le premier spectacle, Ismaël, à 5 ans et demi, était sur scène avec nous. Okay. Mais juste une scène. Hein. Il avait un moment, et ce moment pouvait être coupé s'il ne voulait pas jouer. On ne voulait pas le forcer, quand même. Mais il a joué le jeu, et même au-delà de nos espérances, c'est qu'au bout d'un moment, il nous a dit, moi, je suis dans les coulisses, je m'ennuie, vous faites rire les gens, j'aimerais bien jouer plus. Donc, on lui a rajouté petit à petit des choses dans le spectacle. Donc là, il a attrapé le virus et puis nous aussi. Et on avait hâte de récidiver. Donc effectivement, en août 2025, on part pour... 2024 2024, pardon. On part pour 1 an avec un nouveau spectacle, Ismaël in Paris. Donc un spectacle que l'on a créé dans notre cuisine. Et cette fois-ci, on décide d'aller jouer pour des publics qui n'ont pas accès au théâtre. Donc ce qu'on appelle des publics empêchés et des publics éloignés. Donc, on a monté une tournée de chez nous en contactant les personnes que l'on connaissait dans beaucoup de pays pour pouvoir aller à la rencontre de ces publics-là. Et puis, je rajouterais aussi que le premier voyage, donc, on jouait exclusivement dans des écoles et on essayait d'avoir des écoles de l'âge d'Ismaël pour qu'ils soient en contact d'enfants. Et puis, c'était l'idée aussi de dire à Ismaël, tu vois, le monde ne va pas très bien, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas bien partout. Et on voulait se faire ce voyage tout de suite, et pour lui, et pour ses camarades, pour nous. Et on a partagé avec son école, avec sa maîtresse. Enfin, on a vraiment organisé le voyage en essayant de le partager, voilà, avec la génération d'Ismaël, en fait. Et fort de ça, quand on est reparti, là, en 2024-2025, on s'est dit, en fait, on sait que ça marche de jouer dans les écoles. Maintenant, Ismaël est plus grand, on peut se permettre d'autres publics, des publics d'âge différents, donc c'est pas grave si c'est que des adultes, que des enfants, si c'est mélangé. Du coup, là, on s'est dit, on ouvre à plus de monde et des gens, par contre, qui n'ont pas accès au théâtre. Mais donc, du coup, vous jouez en français? C'est une pièce avec des dialogues que vous avez? Alors, c'est une très bonne question. Il n'y a pas de mots ou très peu de mots, mais il n'y a pas besoin de traduction et tout le monde comprend dans tous les pays, tout le monde comprend l'histoire. Il y a du dialogue, mais il est interne, il est dans les intentions. C'est-à-dire que il n'est pas dans la parole. Il n'est pas dans la parole. Ouais. Il n'y a pas de parole et ce qui est génial, c'est que les gens écrivent leur propre scénario. En fait, ils écrivent leur propre dialogue. C'est-à-dire que tout le monde va le recevoir d'une manière différente. Chacun va interpréter une intention, une expression, une interaction de manière différente et de une manière qui va correspondre un petit peu à sa template interne, en fait. Ouais. À la manière dont lui va se sentir. Et puis un jour,
un gamin nous a posé la question, ah ben tiens, dans le spectacle, quand tu dis ça à ta femme, à un moment donné, elle te répond ça. Je dis non. Si, à un moment donné, tu lui as dit ça. Je dis non, on n'a pas du tout parlé dans le spectacle. Donc voilà, on peut voir à quel point les personnes s'amusent à combler effectivement ce manque de mots par leurs propres réflexions, par leurs propres mots, par leurs propres désirs, par leurs propres peurs. Et encore une fois, la manière dont on a construit le spectacle, parce qu'on ne parle pas, à aucun moment dans la création du spectacle, on s'est dit, tiens, là, il faut que le spectateur, quand on fait ce geste-là ou quand on fait cette action-là, il faut qu'il puisse se dire ça ou bien ça. Non, tout était vraiment libre et puis ouvert. Après, la chose simple qu'il y avait, c'est que on représente un père, une mère, un fils, avec des péripéties, mais ça, les gens comprennent très vite. Ouais. Donc à partir de là, tout le monde sait ce que c'est. Chacun se projette soit dans les adultes, soit dans l'enfant. Et à partir de là, en fait, quoi que tu fasses, c'est une famille qui vit sous tes yeux. Donc les gens se projettent ou les inconscients, se marchent par écho, peu importe. Mais c'est bon, c'est lisible. Voilà. Ouais. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont en face d'eux. Et pour agrémenter tout ça, bien sûr, il y a de la clarinette, il y a de l'accordéon. Des tours de magie. Il y a du piano, il y a des tours de magie, il y a beaucoup de mimes. On joue avec un écran sur scène. Ouais. Alors, je ne sais pas si tu connais notre système. Tu as dû voir quelques photos de cet écran sur scène, Floriane, non? Bah oui, j'ai vu des photos. Après, j'ai pas cherché trop à savoir à quoi il servait, comment ça marchait, etc. Mais ce procédé, il est capital dans la création de ce spectacle-là. Je vais essayer d'être clair dans mon explication. On a un grand écran sur scène et imagine que sur cet écran qui est posé sur scène, tu as Ismaël, donc à l'écran avec la tour Eiffel derrière lui. Mm-hmm. Imagine que Ismaël a une casquette sur la tête, d'accord? Et là, il marche de gauche à droite dans l'écran et arrivé à l'extrémité de l'écran, il apparaît sur scène. Ok. Comme s'il sortait du film. Comme s'il sortait du film, habillé exactement de la même manière. Et vraiment avec une synchronisation parfaite. Et même chose, quand il est sur scène, il rentre dans l'écran. C'est-à-dire qu'en passant derrière l'écran, il apparaît à l'écran. Donc, si tu veux, on a filmé, c'est un film que l'on a fait dans Paris, plein de séquences, et bien du coup enregistrées, avec lesquelles on arrive à jouer sur scène. C'est assez clair? Ouais. En tout cas, moi, j'ai compris, donc je pense que ça sera clair pour les auditeurs. Et ce procédé, il est génial parce qu'on a vraiment l'impression qu'il suffit de passer dans l'écran pour se retrouver dans Paris, quoi. Et on est tous les trois amoureux de Paris. Et ça nous a aussi permis de partager et puis d'exporter notre vision du Paris qu'on aime au fin fond de la Mongolie, au fin fond de la Sibérie. Voilà. Et puis surtout, ça permet de ne pas avoir besoin de décor. Tout est filmé d'avance. Ouais, c'était un petit peu ma question, en effet, parce que bon, vous partiez en véhicule aménagé, mais je crois qu'il n'était pas si grand que ça. Donc, en effet, il faut transporter des décors, c'est compliqué. Donc, vous aviez, vous, l'écran, où à chaque fois, là où vous jouiez, il y avait le matériel qu'il fallait, puis vous veniez juste avec la clé USB, avec votre film. Non, on avait tout. On était complètement autonome, on avait besoin juste d'électricité. Donc on en a toujours eu. Après, suivant les pays, par exemple au Mexique, il y avait des problèmes d'alimentation. Des fois, ça se coupait, donc on a eu une coupure, mais on a pu finir quand même le spectacle. Et puis après, tu sais, les électricités, c'est pas toujours la même puissance, la même intensité suivant les pays. Donc on s'est adapté, mais voilà, on a toujours pu honorer nos dates. Et donc voilà, quand on arrive, on dit juste, il nous faut un petit peu de pénombre. Parce que vu qu'on a une projection, tu vois, si c'est en plein jour, ça marche pas. Puis dehors, de toute façon, il y a trop de vent. Enfin voilà, il faut pas que ça bouge. C'est quand même une structure assez légère. Et il nous faut un peu d'obscurité et 2 prises. Et on avait même les prises multiples. Voilà, 2 prises et c'est bon. Mais on avait nos propres lumières, on avait notre propre son et on avait beaucoup d'accessoires. Si bien que quand les personnes voyaient notre setup, les personnes disaient mais comment est-ce que vous faites pour rentrer ça dans votre véhicule ? C'est-à-dire que sur la création du spectacle, il nous a fallu choisir des accessoires, des éléments techniques qui puissent être hyper légers, pliables, télescopables, pour que tout puisse rentrer dans le véhicule. Et ça a été
ça a été un travail de fourmi pour pouvoir se dire, OK, tout ça, il faut que ça puisse rentrer dans le véhicule, en plus de toutes nos affaires d'hiver, de toutes nos affaires d'été, de tous les éléments techniques pour le véhicule. Et donc, on a vraiment réussi C'est simple. ce pari, quoi. L'écran, c'était la partie la plus longue du van. Glisser. Après, on avait des caisses, donc il fallait que ça rentre dans les caisses. Et puis, une fois que tout le décor était à l'intérieur du van, on s'est dit, pour les vêtements, il n'y a plus que ça. Pour ça, il n'y a plus que ça. Mais c'était en priorité que que le décor, tout le nécessaire pour le spectacle rentre. Et on n'a rien perdu. Plus les instruments. Un gâteau. Non, on a très peu perdu de choses, mais non, ouais, on a quand C'est même. un truc de fou, quand même, non? Ouais, bon, après, c'est quand même notre métier, hein. C'est notre métier quand même de faire ça, donc. La première fois qu'on a joué le spectacle et que l'on a tout déballé, c'était affreux, quoi. Il y a trop de choses, c'est plein de petites choses. Ouais. C'était vraiment affreux, et on s'est dit, mais comment est-ce que l'on va faire pour C'est trop, ouais. pour ne rien oublier à chaque fois que l'on va jouer, tu vois, dans les endroits. On savait pas comment les disposer dans nos caisses. Enfin, ça a été vraiment un gros casse-tête. C'était presque flippant. Et à la fin, quand on arrivait à faire ça tous les trois en 45 minutes, quoi. C'est une chorégraphie, hein. Ouais. Sortir un décor, le monter, le démonter, qui fait quoi, quelle est la place de quoi. Voilà. Et personne ne peut nous aider en plus, parce qu'il n'y a que nous qui savons quand tu vois l'emplacement de tel objet, comment est-ce qu'on va le disposer sur la caisse en priorité. D'abord cet objet-là, au-dessus on va mettre celui-ci. Donc souvent tu avais des âmes charitables dans tous les pays qui étaient là, on veut vous aider. C'est super difficile de leur dire, non, s'il vous plaît, on va essayer de le faire tout seul. J'étais quand même très contente qu'ils nous aident juste pour porter les affaires caisses, jusqu'au van. Mais faire les caisses, c'est pas possible. Après, ce qui est intéressant quand tu fais tout, le but c'était aussi de montrer à Ismaël que c'est quoi ce métier. Et Ismaël, il a pu voir. Alors, on faisait tout là. On a fait la création, on a écrit ensemble, même s'il n'y a pas de parole, mais on a fait ensemble. On a trouvé des systèmes ensemble pour trouver les accessoires, les tours de magie. On a dû trouver des costumes. C'est nous qui faisons la régie, c'est-à-dire que de derrière, on a un ordinateur, on doit lancer tel son, telle vidéo. Ismaël aussi lançait la lumière à certains moments. On joue de la musique. Et après la représentation, on salue, on discute comme on peut avec des traducteurs, avec les spectateurs. Et après, on range, on débriefe et on va se coucher. Ou on mange des fois, souvent. Et on va se coucher. Et tout ça prend la journée. C'est crevant. Voire 2 jours. Mais c'est vraiment le métier de saltimbanque où t'as pas un régisseur, t'as pas on est une troupe, quoi, à 3. Et en famille. Et sans compter les répétitions. On parlait de San Francisco tout à l'heure avec toi, Florian, parce qu'on a failli se croiser à San Francisco. Mais San Francisco, on est resté sur un parking en face de l'océan et pendant quelques journées à répéter en extérieur le spectacle. C'est-à-dire, tiens, il y avait des choses à préciser, des petites choses à rajouter. Donc souvent, il y avait de la répétition à faire en dehors des représentations. Donc ouais, c'est vrai qu'Ismaël, il a vu l'envers du décor et puis le métier sous toutes ses coutures, quoi. Et surtout, ce qu'il a retenu, et ça, j'en suis persuadé, c'est que nous, on l'a toujours dit, on n'aurait pas fait tour du monde si on n'avait pas de spectacle. On a plein de raisons de faire des tours du monde, et puis toutes les raisons sont valables et puis respectables. Nous, la nôtre, c'est ce spectacle-là. Donc, il n'y a pas de tour du monde sans spectacle. Et pour nous, le spectacle, c'est vraiment un accélérateur de rencontres. Et on rentre tout de suite dans l'intimité des gens parce qu'on partage la nôtre sur scène. Au final, on parle de nous quand on est sur scène. On parle de notre famille, quoi. Et je pense que des personnes le reçoivent. Et les personnes, je pense que de temps en temps, elles peuvent le recevoir comme un cadeau. Donc tout de suite, ce qui se passe après la représentation, c'est une rencontre très 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 forte, comme si on se connaissait déjà depuis très 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 longtemps. Des personnes que tu pourrais rencontrer, je sais pas, dans une rue à Cartagena en Colombie, tu vas discuter, mais peut-être qu'il faudra 3, 4, une semaine, un mois pour rentrer dans l'intimité. Là, c'était tout de suite. Et c'était tout de suite très fort. Et je pense que Ismaël, pour lui, ça a été une récompense. C'est-à-dire que son cerveau a associé
le spectacle a cette récompense-là, c'est-à-dire la relation, ce cadeau, quoi. Et puis les rencontres, les invitations, tout ça, quoi. Donc pour lui, ça a été, à chaque fois que l'on jouait, c'était une fête. Et puis c'était aussi le personnage principal et un enfant, donc forcément les personnes à la fin, il n'avait que pour lui, quoi. J'ai envie de dire. Il nous restait pas grand-chose, et tant mieux, parce que l'objectif, l'objectif, il y en avait plusieurs, mais l'objectif numéro un, c'était comment est-ce qu'on va assurer le confort d'Ismaël pendant toute cette année. Sincèrement, il y a eu des moments sur lesquels moi j'ai flippé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on lui fait faire? Mais on le met vraiment en danger, quand on le déscolarise, on va le faire jouer, c'est le personnage principal. C'est pas son métier, il est adolescent, on vit dans 3 mètres carrés. Une anecdote, la première du spectacle, on a joué en banlieue parisienne. Alors ça, c'est Estelle. Normalement, la première du spectacle, tu la joues devant un public déjà conquis d'avance. Tu sais, un public qui va te dire, quoi qu'il en soit, c'était super, c'était génial. Et Estelle a dit, écoute, vu qu'on part pour jouer pour des publics empêchés et éloignés, la première, on va la jouer au fin fond du 93. Astin, donc qui est vraiment une ville. La banlieue, déjà, Ouais, c'est plus dans le Grand Paris, quoi. Ouais. Et donc, je lui dis, t'es sûr? Elle me dit, oui, si on décide d'aller jouer pour ces publics-là, la première, on l'a fait là-bas. Donc, de toute façon, il faut une date. À un moment donné, il faut se lancer. Ça, c'est pour tout projet, hein. Il faut caler une date. Date, tu fais rien. C'était dans une médiathèque, on connaissait la directrice. La directrice nous dit, bon, ouais, venez, c'est génial et tout ça. Par contre, je vous préviens, les personnes ne sont pas habituées à aller au spectacle. Et notre spectacle, on l'avait joué devant personne. On n'avait pas eu d'œil extérieur. Même pas de la famille ou des amis? Rien du tout. Rien du tout. Et sincèrement, pour être honnête, moi, je ne savais pas ce que ça allait donner. Tu savais ce que ça allait donner, toi, Estelle? Bah, tu sais jamais, hein. La première, par contre, moi, j'avais très confiance à nous trois. Je pensais que ça pouvait intéresser nos conneries, nos facéties. Forcément, il y a quelque chose à prendre. Après, tu as peur que le rythme ne soit pas juste, ou qu'il y a un truc technique qui ne marche pas. Puis, on n'a pas beaucoup de place, donc est-ce qu'on ne va pas se gêner? Mais même, tu vois, qu'on se fasse pas mal. Bon, il n'y avait pas de couteau. T'es anxieux, quoi. C'est quand même beaucoup d'anxiété. Après, moi, je trouve que j'aime bien faire confiance Le lieu était beau. Il y avait des beaux gradins. Les gens étaient bien installés. Il y avait des gens de plein d'âges différents. Moi, j'avais mes élèves du cours Florent qui sont jamais sortis de la petite banlieue, quoi, on va dire, qui étaient très étonnés qu'on puisse faire du théâtre aussi dans d'autres lieux qu'à Paris, et qu'il se passe des choses dans les médiathèques. Donc, je me suis dit, de toute façon, il va forcément se passer quelque chose, et il va forcément y avoir du partage, et les gens vont forcément découvrir quelque chose, parce qu'il y a déjà un mélange au niveau des spectateurs. Il y a un spectacle qui n'est ni du théâtre, ni du cinéma, c'est les deux, c'est aussi de la magie. De toute façon, les gens, ils peuvent pas... ils peuvent pas dire, bon, c'est bon, je sais ce que je... Enfin, ils sont obligés d'être surpris. Et après, tu pries que ce soit un bon moment pour tous les trois. Et surtout pour Ismaël. Parce que si là, il prenait pas de plaisir et on lui dit, on va faire ça pendant un an. Tu comprends, Florian, pourquoi je suis parti avec Estelle? Parce qu'elle a un optimisme à toute épreuve. Et c'est ce qui a fait que ça s'est bien passé. Et notamment sur cette première représentation, on était derrière notre écran. L'écran nous servait de coulisses. On entendait les gamins parler très, 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 très fort. Et le spectacle commence par Ismaël seul sur scène pendant 5 minutes. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'on a fait, quoi. Est-ce qu'on a vraiment bien fait? Parce que là, il va rentrer sur scène. En plus, il y avait beaucoup de gamins de son âge, plutôt chahuteurs. Ismaël qui regarde sa maman et qui lui dit, maman, j'ai peur. Et toi, tu lui réponds quoi? D'habitude, je trouve les mots, tout ça. Et là, je l'ai regardé, je fais, moi aussi. Ouais. Je m'en doutais que tu allais me dire ça. Et là, on le voit s'éloigner. Voilà, merde, on dit merde. Hein, ouais. Merde, allez. Allez, ciao. La musique commence, on met l'éclairage, c'était un éclairage bleu. Et là, tous les deux, avec Estelle, on voit Ismaël disparaître et se retrouver seul sur scène pour la première de ce spectacle-là. Mon cœur battait à la chamade, c'était un truc de fou. Et je me suis dit, mais est-ce que les gens vont accepter le spectacle?
Et, euh, et on savait, enfin, moi, je savais pas, parce que ça parlait, et effectivement, des personnes qui sont pas habituées à aller au spectacle, ils parlent parce qu'ils ont besoin de se dire que c'est pas vrai ce qui se passe sur scène. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils ont besoin de désacraliser le truc parce que la représentation peut faire peur. Et ce qui est génial, c'est qu'au fur et à mesure, les gamins se sont complètement identifiés à Ismaël. À tel point qu'ils ont détesté les parents, quoi. Et à la fin du spectacle, Mais dans l'histoire, hein. dans l'histoire, Ouais, oui. parce que les parents sont exécrables, et à la fin du spectacle, ils se sont tous levés et pendant 5 minutes, ils ont scandé le prénom d'Ismaël. Ismaël, Ismaël, Ismaël. Écoute, ça a été pour moi, encore aujourd'hui, l'un des plus beaux jours de ma vie. Parce qu'en fait, ce public-là, on est encore en France, mais on voyage déjà. C'est-à-dire, ce n'est pas notre environnement habituel, ce n'est pas les gens forcément qu'on côtoie. Et du coup, c'est ça qui est important aussi de dire. Je sais pas qui va nous écouter, mais qu'on peut voyager. On a fait un tour du monde, mais cette première, on a déjà voyagé. On est allé à Stein, un endroit qu'on connaissait pas, rencontrer des gens qu'on connaissait pas. Et c'est déjà. Et justement, on n'avait pas la parole, et c'est très bien. Même si on était tous français dans la salle, c'est pas par ça que c'est passé. Et du coup, ça nous a donné de la force en disant, ben finalement, qu'on soit à Stein, à San Francisco ou à Tokyo, en fait, et c'est là que c'est vertigineux, parce que il y a quand même des grandes différences entre les cultures, les pays. Et à la fois, nous, on touche un endroit où c'est universel, même s'il y a énormément de différences. Nous, voilà, on sort nos caisses. C'est toujours le même rituel, où qu'on aille. Et ça reste toujours un père, une mère, un fils, avec une histoire. Et ça, c'est assez vertigineux. On a l'impression qu'on rassemble le monde, on peut circuler dans le monde, et voilà. Et d'ailleurs, on a terminé les représentations en région parisienne, pareil, dans une banlieue dans le 93, à Rosny-sous-Bois. On a fait à Rosny-sous-Bois la tournée des centres socio-culturels. Alors là, j'aimerais qu'on nomme, c'est La Ville au Loin. C'est grâce à Nadège qui travaille dans cette structure. Et voilà, c'est une association qui fait vraiment beaucoup de choses et qui est formidable. Et grâce à Nadège de La Ville au Loin, on a Nadège Aidé, qui a été partenaire, cette association a été partenaire du projet. Voilà, on a beaucoup parlé là, non? Ouais, mais alors c'était passionnant. Hein. Si je vous coupe pas, c'est que je trouve que c'est hyper intéressant. Du coup, il y a juste une petite chose que vous avez dit là au sujet du public. En effet, vous avez joué. Enfin, on n'a même pas pris une minute pour partager votre itinéraire. Est-ce que vous voulez juste nous dire rapidement là les quelques pays que vous avez traversés, les pays dans lesquels vous avez joué? Alors c'est Mansour qui va le faire parce qu'il est super fort en liste de pays. J'ai l'impression que je suis en CM2, que tu me demandes est-ce que tu as bien travaillé ta géographie. Bon, allez, petite minute révision, Estelle. On est parti donc en août 2024 de France, Italie. On a joué en Italie à Mestre. C'est une ville qui est juste en face de Venise. Mm-hmm. Donc, Italie, ensuite on a traversé la Slovénie, on a traversé la Hongrie, on a traversé la Roumanie, on a été en Bulgarie, on a joué dans un village dans lequel il n'y avait pas du tout de culture en Bulgarie, à Mesdra. Ensuite, on est parti à Istanbul, donc en Turquie, et on est allé jouer dans le Kurdistan pour des réfugiés de tremblements de terre. On pourrait y passer 2 heures juste là-dessus. Ensuite, on a traversé la Géorgie, on est rentré en Russie par la Tchétchénie, puis on a été jusqu'à Astrakhan, à la frontière du Kazakhstan. On a joué au Kazakhstan, on a joué en Ouzbékistan, on est remonté encore dans le nord du Kazakhstan. On est rentré en Russie, à la frontière de la Mongolie. Donc, on a traversé la Mongolie. On a joué à Oulan-Bator, en Mongolie. Puis ensuite, de Oulan-Bator, on est remonté en Sibérie. Donc, on rentre une troisième fois en Russie. On joue à Irkoutsk, donc en Sibérie. Et puis, on joue aussi sur le lac Baïkal. Donc, sur une île qui s'appelle Olkhon, en plein milieu du lac Baïkal. Et de là, on fait 4000 km en plein mois de novembre en Sibérie pour aller rejoindre Vladivostok. Donc pareil, on pourrait y passer des jours à raconter cet itinéraire. 4000 km à moins 30 degrés.
Donc, on joue à Vladivostok. Ensuite, de Vladivostok, on part en Corée du Sud, donc on joue à Séoul. Ensuite, on part au Japon, on joue à Tokyo et on joue à Iwamura. Donc, c'est les Alpes japonaises, en plein hiver. 1 mètre 50 de neige, c'était la folie, hein, pareil. J'y pensais ce matin en me levant, par exemple, à Iwamura. Ensuite, on part donc en Amérique du Nord, à Seattle, pour attendre notre véhicule. On part en avion, notre véhicule, lui, part en cargo. Et on va jouer 2 représentations à San Francisco. Donc on descend jusqu'à San Francisco. Puis on part au Mexique. On rentre au Mexique par le Texas et on joue à Veracruz. Ensuite, on met notre véhicule sur un cargo direction la Colombie et Cartagena. Et en Colombie, on va jouer à Villa de Leyva. C'est une ville qui est à 1h30 au nord de Bogota. Peut-être que les personnes connaissent cette ville-là, Villa de Leyva. On joue dans une forêt, dans une maloca. Un endroit extraordinaire, un endroit magique. C'est comme si on jouait dans la forêt de Brocéliande. Au Mexique, il faut savoir qu'on avait joué pour un orphelinat, si c'était épique. Colombie, on traverse l'équateur et on va jusqu'à Lima. À Lima, on joue dans la banlieue de Lima. C'est le 93 de Lima. Une représentation dans un lieu incroyable. C'était peut-être la plus belle des représentations. On joue aussi pour l'Alliance française à Lima. Ensuite, on passe par le Chili, on traverse la cordillère des Andes avec notre véhicule à pratiquement 5000 mètres et on va jouer à Buenos Aires. Et à Buenos Aires, on va jouer à La Matanza. La Matanza, c'est la banlieue, pareil, de Buenos Aires, c'est le 93 de Buenos Aires. À tel point que lorsqu'on était à Buenos Aires et qu'on disait à tout le monde qu'on avait joué à La Matanza, les personnes de Buenos Aires nous disaient mais là vous avez vraiment touché le vrai Argentine, quoi. Enfin, vraiment, c'est incroyable que vous ayez joué là-bas. Il y a jamais de touristes qui vont là-bas. Donc voilà, ça a été notre dernière date en tournée. Hors France. Hors France. Ouais. Et alors, un incroyable parcours. Du coup, alors je vais revenir à ma question à laquelle je pensais. Vous avez donc traversé de multiples cultures. Est-ce que les publics ont réagi de manière différente? Est-ce qu'il y avait des différences comme ça dans l'accueil qui vous a été réservé? Alors d'ailleurs, deux types d'accueil. L'accueil, vous, entre comédiens, installez-vous, nanani, nanana. Et puis le public face à votre pièce. Alors, ce qui est différent, c'est l'atmosphère quand tu arrives. Si les gens parlent beaucoup, s'ils sont... Déjà, l'atmosphère. Après, quand le spectacle commence, t'as des publics qui sont plus ou moins... qui expriment plus ou moins. Ouais. Par contre, quel que soit le pays, il y a toujours un enthousiasme à la fin. Il y a toujours une espèce de « Ah, merci d'être venu !» Enfin, parce que c'est ça, c'est que les gens, ils nous font confiance. On arrive, mais ils savent pas du tout ce qu'ils vont voir. Donc, ça peut être « Oh, génial, il va y avoir un truc ». Ça peut être « Je sais pas trop ce qu'ils vont faire ». Donc, le début du spectacle est parfois différent quand même. Et au fil du spectacle, certains réagissent beaucoup. Il y a des publics où ça va rire beaucoup, ou s'exclamer beaucoup. D'autres qui vont être beaucoup plus retenus. Et puis ça monte. Puis à la fin, à chaque fois. À chaque fois, il y a quand même un enthousiasme. Lorsqu'on était dans le Kurdistan, c'était à la frontière syrienne pour un public victime de tremblement de terre. Ismaël a été très déstabilisé parce que des personnes n'avaient jamais été au théâtre. Personne n'avait jamais été au théâtre. Et donc, pendant le spectacle, les personnes parlaient. Et Ismaël, il comprenait pas pourquoi les personnes parlaient. Mais il disait, mais papa, il y a tout le monde qui parle. Le spectacle, ils s'en foutent et tout ça. J'ai dit, non, Ismaël. En fait, c'est parce que quand tu regardes un film à la télévision, quand tu regardes une série sur Netflix, du coup, ils sont en famille. Et ils parlent et ils commentent ce qu'ils sont en train de voir. Et pour eux, là, c'est pareil, en fait. Ils sont en train de commenter ce que l'on fait sur scène, comme lorsqu'ils commentent un film ou bien une série qu'ils regardent en famille à la télévision ou bien alors que sais-je. Et nous, on a décidé d'aller jouer pour ces publics-là qui n'ont pas forcément les codes du théâtre. Et forcément, quand on fait ce choix-là, on accepte que le public réagit
d'une autre manière qu'un public à la Comédie Française, par exemple. Et c'est ce qui est pour nous hyper excitant et puis hyper beau. Et c'est peut-être les retours les plus... alors que c'était vraiment le bazar, mais un joyeux bazar, hein, on a pu faire notre spectacle sans problème. Les retours, ça a peut-être été ceux où ils nous ont dit que c'était pour eux une bouffée d'oxygène, que si on rêve pas, on vit pas, que si on crée pas, on vit pas. Ouais. Donc c'était pas un bazar dans le sens où les gens s'en fichent, c'était très très vivant. Ouais. Et un autre exemple de représentation, à Adıyaman, donc une deuxième ville en Turquie, c'est une ville qui a été détruite par le tremblement de terre à 75%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le public, tout le monde avait perdu quelqu'un. Donc un frère, une sœur, une cousine, un tonton, une tata, bref, tout le monde avait perdu un proche. Et dans le public, 95% des personnes n'avaient jamais été au théâtre. Et pendant le spectacle, Ismaël, il foire quelque chose, un effet, quoi. Et souvent, quand on foire quelque chose sur scène, il n'y a que nous pour le remarquer, le public le remarque. Et à la fin du spectacle, il n'était pas content parce qu'il avait foiré quelque chose. Ah, il était furieux. Il était furieux. Et je lui ai rappelé pour qui on jouait, quoi. Et pourquoi on était là et qui y avait dans le public. Et là, mais ça l'a fait relativiser 1000 fois, quoi. Et à la fin du public, tout le monde était souriant, tout le monde a applaudi, mais comme si ces personnes-là nous faisaient croire qu'il s'était rien passé dans leur vie et que leur ville allait bien, quoi. C'était leur ville ou leur vie? Leur vie et leur ville. Et c'était émouvant. Et ça s'est terminé par une grosse partie de foot dans la cour de l'immeuble dans laquelle on jouait, une partie de foot dans laquelle Ismaël jouait. Puis ça a terminé dans un restaurant en Turquie. La bouffe en Turquie, c'est quelque chose. Et ça s'est terminé par des fameux sorbets aussi. Le superbe glace. Mais c'était pas anodin. On nous avait proposé de dormir dans des algécos. Il y avait des algécos dans toute la ville pour les personnes qui étaient réfugiés. D'ailleurs, on nous en avait prêté un pour qu'on puisse travailler. Donc voilà, le genre de public au Japon qui est très 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 taiseux, ou même et le public en Corée qui à la fin du spectacle est complètement hystérique, c'est-à-dire que tout le monde a voulu se jeter sur Ismaël et tout le monde a voulu des selfies avec Ismaël. Pareil en Mongolie, les jeunes filles, tout le monde voulait sa photo avec Ismaël, tout le monde voulait le toucher. Enfin, c'était impressionnant, quoi. Enfin, le public était différent à chaque fois, hein. Après, du point de vue intérieur, ce qui était intéressant, c'est que le rapport à l'erreur, je repensais à ce que tu disais par rapport à Ismaël furieux, on a beaucoup fait travailler Ismaël. Et du coup, quand nous, on ratait quelque chose, ou quand je pense qu'on était très exigeants, il avait la même exigence envers nous. Donc peut-être là, on s'est rendu compte aussi qu'on a peut-être été parfois un peu rude. Mais après, il a pu faire la différence qu'il faut de l'exigence pour soit carré, mais après, c'est du spectacle vivant et de toute façon, il y aura toujours des imprévus, il faut faire avec. Et cette fois dont tu parles en Turquie, où on avait foiré quelque chose, cette espèce de foirage arrivait à un moment donné où ça pouvait être très intéressant que ce soit le bazar. Et vu que c'est une des rares fois où on avait filmé, ah oui, qu'est-ce qu'on s'aime. Le soir, dans notre van, après toutes ces émotions, on dit bon, on va voir ce qu'on a fait du coup. Et là, on a eu un fou rire, c'est que c'était tellement n'importe quoi qu'on aurait dit que c'était fait exprès. Et ça marchait, c'était excessivement drôle. Ouais. Et là, je pense qu'Ismaël a compris que le rapport à l'erreur, on peut tout récupérer. Quand on sait très bien l'histoire, on connaît très bien ce qu'on a à faire, on trouve toujours une solution. On ne trouve pas de solution si on n'a pas travaillé, si c'est que de l'impro, si ce n'était pas le cas du tout. Donc voilà, il y avait ça aussi, c'est que suivant comment ça se passait ou comment le public réagissait, il a compris, Ismaël, qu'en fait, il pouvait être très fort. Et que s'il y avait des erreurs, même s'il y avait des publics différents, il pouvait tenir. Oui. C'est ce qu'il a fini par faire à un moment donné. En parlant de cette vidéo, du coup, ça m'a trop donné envie de la revoir. Souvent, il nous a dit, tiens, là, j'ai pas fait comme d'habitude parce qu'il y a eu ça, du coup, j'ai improvisé. Et à chaque fois qu'il nous disait ça, il nous le disait avec le sourire. C'est-à-dire que, en fait, j'ai la possibilité, à partir du moment où je suis
au bon endroit et que je sais ce que je fais, j'ai la possibilité d'improviser à un moment donné et de faire autrement. Et à chaque fois qu'il nous le disait, tu te rappelles, il avait le gros sourire. Et puis nous, il est souvent sur scène tout seul. Et nous, on est derrière et on le voit pas. Ah oui, vous Donc, êtes derrière l'écran, donc vous le voyez pas oui, sur scène, ouais. t'as ton fils qui est tout seul sur scène face, je sais pas, à 300 personnes et il fait des choses. Et toi, t'es là derrière, t'as juste envie que ça se passe bien. Et t'as juste envie, quand il te rejoint dans les coulisses, qu'il ait le sourire, qu'il te dit waouh, c'était génial, tu sais. Et il se passe des choses, en fait, c'est difficilement explicable parce qu'on est partenaire de jeu et on est une famille. Ouais, vous êtes quand même ses parents. Donc, tout ce qui se passe d'un point de vue émotionnel, mais c'est le bordel à l'intérieur, en fait, quoi. Parce que tu peux pas être son papa quand tu es sur scène, tu es son partenaire, quoi. Ouais. Et lui, c'est la même chose. Et tu peux pas prendre en charge les choses quand tu es sur scène comme tu le fais à la maison, parce qu'encore une fois, c'est ton partenaire et tu dois lui laisser sa place, quoi. Bah, il y a quelque chose d'égal. On est vraiment sur un pied d'égalité. Et pareil pour lui, souvent dans le véhicule, il nous a fait des retours sur le spectacle en disant bah, tiens, papa, là, t'étais en retard, là, maman, c'était trop fort, là, la vidéo, bah, du coup, moi, j'étais sur scène, il fallait pas l'envoyer, bah, vous l'avez envoyé beaucoup trop tôt. Ouais, on est vraiment dans on est dans une autre dimension. Parce que quand le spectacle commence, là, en fait, tu es dans un autre voyage, en fait. C'est un voyage dans le voyage. C'est pour ça que sur ces 368 jours, quand tu rentres et que tu retrouves ton appartement, quoi, tu rentres pas indemne, quoi, tu vois. Et vous avez joué beaucoup de fois? Combien de fois vous avez joué cette pièce? Presque une quarantaine de fois en tout. Ok. Et il y a des fois où Ismaël n'avait pas envie de jouer? C'est arrivé, mais il va le dire, et puis finalement, il commence à monter le décor, et puis à chaque fois, c'était j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, et quand même une libération de jouer. Il y a eu le trac à chaque fois. Il y a eu... Non, en fait, peut-être... J'ai du mal à me souvenir, en fait. Peut-être c'est quand... c'est une question de rythme. C'est-à-dire si on jouait de manière... parce qu'on essayait de pas, tu vois, mettre 3 dates d'affilée. Mais il y avait des fois où ça pouvait être assez proche. Et là, il aimait pas quand ça... voilà, si c'était d'un trop gros rythme. Mais c'était pas le fait de jouer, c'était plus d'enchaîner. Il y a eu une fois peut-être comme ça. Mais bon, on avait fait en sorte que, tu vois, ce soit... il y ait de la place entre des représentations. Et puis, il y a eu un tournant. Je crois que c'était ça, c'était plutôt peut-être au début. Mais je sais pas quel souvenir tu as, Monceau. Et il me semble qu'au fil du temps, c'était plutôt... on a un peu de temps pour répéter avant de jouer parce que je voudrais... Oui. Il avait plus le souci ou l'envie d'être aussi moteur de... Et puis d'améliorer aussi, voilà, d'améliorer le spectacle, d'améliorer ce que l'on faisait sur scène. Mais c'est drôle ce que vous dites parce que moi j'aurais pensé que ça aurait été l'inverse, que reprendre après du coup un petit moment sans avoir joué, que ça soit plus difficile que d'enchaîner où là bah justement t'as le rythme, t'es dedans, t'es focus sur ton personnage, etc. J'aurais pensé ça. Alors quand tu joues plusieurs fois au même endroit, ça va. Ce qui est super fatigant, c'est si tu joues un soir, tu ranges, tu fais des kilomètres, tu mets ailleurs. Tu dois rejouer dans 2 jours. Puis lui, il avait le CNED aussi. Alors, on avait mis une règle, les jours où on joue, il n'y a pas de... Pas d'école. On est des super parents quand même. Donc ça veut dire... Alors moi, j'avais dit... Il faut le souligner. Mais là, Ismaël, il a été très clair. Les jours où on joue, il n'y a pas de... Je fais OK. Et il voulait pas qu'il y ait... Voilà, il y avait 2 jours. Enfin, les jours sacrés, c'était les jours où on joue et les dimanches. En fait, quand tu joues, tu vois, ça fait beaucoup de jours qui voilà. Ouais, parce que bon. Le CNED, c'était 3 heures par jour. Ah, quand même. Au minimum. Hein. Et en plus de ça, il devait écrire des articles pour Le Monde des ados. Ouais, j'ai vu ça. Et il a aussi écrit un reportage pour Géo Ado. Et il se filmait aussi en mode reportage pour son ancienne maîtresse de CM2. Bref, il avait quand même pas mal de choses. Ouais, il avait du boulot, quoi. Ouais, il était quand même assez occupé, quoi. Donc, il fallait juste être clair par rapport au programme. Et les changements, il n'aimait pas. Bah, la fois où il voulait vraiment pas jouer, et même moi, c'était pas prévu. Voilà, c'était à Tashkent. Non, en Colombie.
Tu sais, avant, et heureusement qu'on l'a pas fait, c'était avant, non, en Équateur, avant d'aller, de passer la Non, frontière. non, c'était au Chili. Au Chili, pardon. Ouais. Là, on avait rencontré des gens pour essayer de jouer, et là, mais Ouais. Ismaël, il nous a jeté, quoi. Quoi, vous voulez qu'on rajoute une date? Bah, Ismaël, il faut le cadre, il faut savoir quand il joue, faut pas lui faire Ouais. des surprises, on joue pas, Parce qu'on a l'impression que le voyage, enfin, tu vois, c'est ok, c'est free, enfin, tu vois, c'est les saltimbanques, on c'est, joue là où on rencontre des gens. c'est les imprévus, tout ça, nanana. Alors, oui, mais par contre, Pas pour Ismaël. moi, je suis persuadé, en tout cas pour notre gamin, il avait besoin de cadre, il avait besoin de rituels, il avait besoin d'habitude, il avait besoin de son doudou et de son pyjama tous les soirs, il avait besoin d'avoir une régularité aussi dans les repas, il avait besoin de structure. Ouais, bah, j'ai envie de dire comme tous les enfants, hein. Voilà. Et c'est pas évident sur un voyage comme celui-ci avec un véhicule ou des imprévus, tu en as tout le temps d'être garant, enfin tu vois, de ces rituels, de cette structure-là et puis de ces habitudes-là, quoi. En tout cas, lui, il en avait besoin et ça l'aidait beaucoup. Le CNED, c'était 3 heures par jour, mais il n'empêche que pour lui, c'était un rendez-vous régulier. Et pourquoi, juste rapidement, pourquoi avoir choisi le CNED, qui est quand même beaucoup plus lourd et chronophage qu'une instruction libre que vous auriez pu assurer? Bah, sinon, tu sors ton gamin de la scolarité, hein, si tu... Oui. C'est pas la même chose. Et moi, ça, c'était hors de question. Ah, c'est peut-être un peu... mais pour moi, je me suis dit, c'est pas parce que nous, on fait un tour du monde que Ismaël doit sortir de sa scolarité. Je D'accord. tenais à ce que... et j'avais dit à Ismaël, je dis, mais dans la vie, on peut tenir plusieurs choses en même temps. Tu fais le tour du monde, mais tu es quand même en 5e. Par contre, on sera là pour t'épauler, on sera là, mais c'est hors de question que ta 5e soit pas validée. Et puis alors l'idée qu'on rentre et qu'il ait un espèce d'examen pour savoir s'il passe ou pas en 4e, mais alors moi, c'était juste... j'avais pas envie de lui faire vivre ça, quoi. Alors Ouais. c'est peut-être idiot, parce que les gamins, ils s'adaptent, on aurait fait autrement. Les tests sont pas obligatoires. Enfin, moi, mon fils, il est rentré en 4e après une année de 5e avec Ah ouais? nous et il a pas eu de test. Ah ouais, bah, je me suis peut-être remis la pression. J'ai l'impression que c'était super Ouais. chiant. Et puis du coup, c'était aussi l'idée de... ouais, j'avais pas... voilà, je me suis dit... voilà, enfin, là, c'est un peu moi qui a insisté. Puis vu que c'est moi qui me suis occupée de tout, l'inscription, tout ça, j'avais vu tout et je m'étais dit... Et puis moi, je me sens pas... moi, le CNED, au moins, ça me donnait un cadre. Ah ouais, tout à fait. Parce que complètement libre, j'aurais été incapable. Déjà qu'avec les cours du CNED, des fois, j'étais là, bon, je vais travailler un peu avant de te faire cours, je comprends rien. Non, parce que tu as des matières où ça va, t'as pas besoin de travailler, il y a des matières, je comprends rien. Pour rebondir sur ce que dit Estelle, moi je pense que au départ, avant qu'Estelle dise bon, ce sera le CNED, j'aurais pu m'en passer. Au final, je pense que si on devait repartir, là je signerais pour le CNED. Parce que je pense que ça nous a aussi beaucoup appris à tous les trois. Le fait d'avoir cette contrainte-là et de voyager avec cette contrainte-là, je pense qu'à Ismaël, ça lui a vraiment donné, comment dire, une technique de travail. Un goût aussi de l'effort et du travail. Il a été hyper fier de lui parce qu'il a réussi à avoir des super résultats. Et au-delà du voyage, pour lui, le fait d'avoir réussi ce gros challenge, parce que le CNED, c'était 13 matières, dont le latin. Il n'était pas obligé de le prendre, le latin. Il a pris latin. Et 83 évaluations à envoyer. Il a été hyper fier d'avoir rempli ce challenge-là. En même temps, en ayant rempli le challenge de jouer, d'écrire des articles et de partir en voyage. Et ce que dit Estelle, c'est tout à fait juste. On a la possibilité de faire plusieurs choses. Et mine de rien aussi, je pense que pour lui, il a aimé le CNED en fait. Il n'y a pas longtemps, il m'a dit, tiens, à choisir, je préférais l'école à distance. Pour lui, le lien avec la scolarité, ça reste important. Le fait de se dire, ok, je suis en 5e comme mes potes, parce que ses potes, il les avait souvent au téléphone et des fois, il parlait des leçons qu'ils avaient en commun. Ça le rassurait énormément, quoi. Ça lui faisait un lien avec ses amis, quoi.
Et puis moi, vraiment, je me suis dit, j'ai envie qu'il garde sa vie de collégien, même si c'est très différent, hein, d'être tout seul. C'est moi qui lui faisais cours, c'est un peu solitaire, quoi. Mais c'était important. Après, ça donne un tour du monde où, en fait, mais après, on a du temps, donc on n'a pas... Enfin, tu dois savoir ce que c'est. Quand tu voyages, tu as du temps. Si tu es dans ton véhicule, tu n'as pas besoin de prendre les transports, t'as pas besoin... Le temps se déploie, mais finalement, les journées étaient bien remplies. Ouais, alors c'est peut-être pas de la même chose quand tu vis dans ton véhicule en tour du monde que lorsque tu vis pas dans ton véhicule. Bah oui. Quand tu vis dans ton véhicule, du coup, le temps, tu l'as parce que tu es tout le temps chez toi. Et puis voilà, tu fais 1 heure de maths, on fait une pause. Bah, la pause, t'as la mer, t'as les montagnes. Et en fait, on peut tout... Enfin, voilà. Je pense que c'est ça qui... C'est pas tant de faire tout seul devant son écran. La nostalgie, c'est ça. C'est d'avoir 1 heure de maths, se balader en regardant le mont Fuji, faire 1 heure de sciences et vie de la Terre, aller ramasser de la mousse. Enfin voilà, il y a quand même quelque chose. Et puis on l'a partagé tous les trois. Il y a plein de matières sur lesquelles on s'est amusé aussi. Enfin, pendant les longs trajets, Estelle faisait la prof et Ismaël avait besoin d'un camarade de classe. Du coup, je jouais le camarade de classe, quoi. Bah, toutes les frontières, c'est tellement long. Là, je veux dire, on en a fait du latin et de les maths aux frontières. Tu passes ta journée des fois. Donc là, je bourrinais. Là, allez, on fait 4 matières. Je crois que j'avais filmé une leçon de latin à la frontière entre le Kazakhstan et puis l'Ouzbékistan. Non, parce que le latin, c'était souvent le week-end. Enfin, le samedi, parce que le dimanche, il travaillait pas. C'était souvent le samedi. Ouais, non, mais c'est une sacrée organisation et c'est vrai que je pense que c'est un rythme différent. Moi, j'ai souvent trouvé qu'on manquait de temps, paradoxalement, parce que moi, je travaillais, les enfants n'étaient pas du tout autonomes sur l'école non plus. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de configurations différentes, en effet, et c'est vrai que le fait d'être en sac à dos, c'est pas facile parce que tu dois te recréer ton chez-toi tous les 3-4 jours en moyenne, quoi. Donc ça mobilise aussi beaucoup d'énergie finalement, tout ça, c'est invisible, mais ça mobilise beaucoup d'énergie. Donc c'est hyper intéressant ce que vous dites. Juste pour revenir, je vois que le temps défile là, mon petit chronomètre défile. Juste pour revenir quand même donc sur votre pièce, comment est-ce que vous avez trouvé tous ces endroits où vous avez joué? Comment ça s'est organisé? Vous l'avez un petit peu dit du coup, pas en last minute. Il fallait une vision un petit peu d'ensemble, un peu à l'avance, mais voilà, comment ça s'est organisé logistiquement et en termes de calendrier, tout ça. La première des choses, c'est qu'on avait déjà le savoir-faire par rapport au premier voyage. Et c'est vrai qu'en étant à Paris, bien du coup, on est connecté avec plein de personnes de pays et puis de cultures différentes. Ouais, donc, tu t'aperçois, excuse-moi, juste pour développer ce que tu dis, tu t'aperçois que t'en parles autour de toi, machin connaît machin, qui vit, et tu fais le tour du monde. Hein. C'est... Dès que tu commences à parler, en fait, parce que les gens parlent pas, il y a toujours un côté, t'es en France, mais en fait, tout le monde vient de quelque part. Enfin, c'est rare les gens qui, sur 4 générations, n'ont pas bougé d'une région. Ouais, c'est juste pour... Et en gros, en partant en août 2024, on avait la tournée qui était déjà montée sur les 6 mois à venir, jusqu'au Japon. Donc, on avait encore 6 mois pour organiser le reste de la tournée. Elle était même organisée en partant. On jouait déjà aux États-Unis, quoi. Donc, il nous restait à organiser la partie Amérique du Sud et Amérique centrale, qui est la partie la plus simple, en fait, à organiser. C'est assez simple de jouer en Amérique du Sud. Et puis ensuite, concernant les pays en stand, et donc le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, la Mongolie et surtout la Russie, on était en partenariat avec les alliances françaises. Ça veut dire quoi? Parce que là, on n'avait pas de contact direct. On n'avait pas de contact direct. Et trouver des publics empêchés et éloignés dans ces pays-là en direct, c'est pas possible. Donc, on a trouvé un deal hyper efficace. On rentrait en contact avec les alliances françaises, on leur disait voilà, on a un spectacle, il est gratuit. On joue pour des publics empêchés et éloignés. Ce que l'on vous propose, c'est de nous trouver, vous, dans votre écosystème, un public qui n'a pas accès au théâtre. Et nous, on a la possibilité donc de jouer pour ce public-là, mais aussi de jouer pour l'Alliance française. Et du coup, l'Alliance française, pour elle, c'était tout bénef parce que souvent, leur but, c'est de faire rayonner la langue française et puis la culture française dans leur écosystème. Donc, du coup, là, ils avaient un spectacle clé en main
et puis un super spectacle d'ailleurs, qu'ils pouvaient proposer pour des publics empêchés et puis éloignés. Et puis, concernant la Russie, pour nous, c'était indispensable de passer par l'Alliance française pour notre sécurité. C'est-à-dire qu'ils étaient, entre guillemets, garants de notre sécurité dans le pays. Maintenant, il faut savoir que les alliances françaises en Russie, à Irkoutsk et à Vladivostok, elles sont tenues par des Russes qui parlent le français. Donc il y a plus de Français. Il y a plus de Français. Aussi, on avait un. Oui, qui travaillait pour l'Alliance française parce qu'il tombait amoureux d'une. Les seuls Français qu'on a rencontrés, c'est qu'ils étaient amoureux d'une Sibérienne. On se dit que l'amour sauvera le monde. Il n'y a que ça. Inch'Allah. Donc l'Alliance française a joué les relais dans pas mal de pays. Et vous proposiez donc votre spectacle 100% gratuitement. Tout ce dont vous aviez besoin, c'était un espace et une prise électrique, quoi. C'est ça, exactement. Et un public. Ouais. Et tout à l'heure, tu disais, il a joué devant 300 personnes, etc. Vous aviez des publics un petit peu de quelle taille? Alors, ça pouvait être le plus petit, on a peut-être fait 25. Ouais, et puis au max, ça peut être 300 personnes, ouais. Ben, ça dépendait en fait les espaces, les endroits, parce que par exemple, on a joué dans un garage au Mexique, c'était un orphelinat. Il y avait 20 filles de 6 à 18 ans, tu vois. Mais après, on a pu jouer dans un collège où il y avait même plus que peut-être 200. Collège en Corée, ils étaient au moins 300, ouais. T'as une espèce d'amphithéâtre, tu vois. Folie, quoi. C'était plein. On a joué dans une maison traditionnelle dans les montagnes au Japon. Il y avait 25 personnes. Astin, la première, il y avait 80 personnes. On a joué en extérieur à Mesra. Là, il y avait pareil, il y avait vachement de monde. Alors, c'était très particulier parce qu'au début, il y a une personne, 2 personnes, 3 personnes. On se dit, il y aura 30 personnes en fait. C'était plein. À Almaty aussi, beaucoup de personnes. Ouais, il y avait vraiment des publics très différents, même par le nombre. Ouais. Ce qui pouvait lui mettre la pression, Ismaël, c'était de jouer devant ses pairs, quoi. C'est-à-dire des garçons de son âge, quoi. Ça, il avait un petit peu la pression à chaque fois, quoi. Mais est-ce que c'est pas même pour vous toujours plus intimidant de jouer devant des enfants ou de jouer devant 25 personnes plutôt que 300? Moi, je pense que, pour moi en tout cas, ce qui est pas évident, c'est là, c'est là où c'est différent de jouer avec une troupe ou jouer avec ta famille. C'est que moi, si je sens qu'Ismaël, ça va pour lui, ça ira pour moi. Ouais. Moi, je m'en fous à la limite de ce que je ressens ou quoi. C'est est-ce qu'Ismaël, il est à peu près OK? S'il est OK, moi, je m'arrangerai. Ça met vachement de distance. Tu deviens plus une actrice un peu plus humble, tu vois. C'est quand même la maman qui dit en premier. Et quand je voyais Ismaël, un peu inquiet ou quoi, et j'essayais de regarder les ados. Alors du coup, je me disais, bon, et moi, qu'est-ce que je peux mieux... Ça m'aidait presque à comprendre, comment dire. Je voyais comment Ismaël sentait la chose. Du coup, moi, je voyais comment je sentais la chose. Et en parler aussi, tu vois. Ouais. En parler ensemble avant de commencer. Qu'est-ce qui me fait peur? Moi, des fois, je pouvais dire, par exemple, j'aime pas parce que les gens, ils sont trop sur le côté. Ils vont voir... Moi, j'aime bien qu'il reste bien la magie. Voilà. Alors, bon, chacun a ses petites angoisses. Hein. Ouais. Alors qu'elle prenait pas la température chez moi. Enfin, tu vois, elle avait le souci d'Ismaël, mais de moi, alors, pas du tout. Mais c'est marrant parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que les moments avant le spectacle, c'est pas les meilleurs moments en fait. Une fois que le décor est posé et qu'on a 1 heure, enfin tu vois, pour se préparer ou se concentrer, c'est pas les meilleurs moments quoi. Moi, je sais que c'était pas les moments dans lesquels j'étais. C'est juste que t'étais anxieux. C'est tout. C'est vrai. Après, une fois que tu joues, tu joues et puis après tu profites de l'après. Et c'est pas évident à gérer quoi. Enfin, même moi, vis-à-vis d'Ismaël, c'était pas tout le temps évident à gérer. Enfin, tu vois, des fois, il peut avoir une énergie survoltée. Enfin, tu vois ce que je veux dire, alors que moi, j'avais besoin de calme. Ça reste un enfant, si tu peux pas être style dans ta loge, le comédien qui a besoin de se concentrer. T'as un gamin qui est là, on joue au ballon avant de jouer. Ouais. Alors, il faut lui expliquer. Alors, je joue 10 minutes avec toi au ballon, mais après, j'ai besoin de mon temps. Mais tu peux pas non plus dire chacun pour soi. C'est là où nos métiers, notre parents, et puis voilà, tu vois, rôle de parents, on a ajusté suivant les jours, sur notre état. On joue dans 10 minutes, où est-ce qu'il est, Ismaël? On le cherche de partout, il est en train de jouer avec des gamins, tu vois, je sais pas où, alors qu'on joue 10 minutes, en plus, il est déjà en costume, tu vois, en train de jouer
avec des gamins, ou je sais pas, il est en train de jouer avec un élément du décor 10 minutes avant de jouer le spectacle. Là, il faut lui dire que non, c'est un élément du décor, tu joues pas avec les éléments du décor, et ça, tu l'as bougé, du coup, si tu l'as bougé et que tu ne l'as pas dit, on va commencer le spectacle avec un élément qui a bougé, du coup, ça va faire bouger tout le spectacle. Enfin, tu vois, juste avant le spectacle, pour moi, ouais, je pouvais être assez... il faut pouvoir... Je pouvais être tendu, quoi. Ouais, de toute façon, chaque jour était différent. Il y avait des jours où c'était plus léger que d'autres. Mais comme j'ai envie de te dire, une vraie troupe. Ouais. Tu vois une vraie troupe. Mais moi, ce que vous dites, ça me fait vraiment penser, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un voyage dans le voyage. Parce que je trouve que dans le voyage, enfin, tu vois, nous, on a voyagé, on n'avait pas de pièces de théâtre à jouer, on ne fait pas du tout de théâtre, mais on a aussi toute la chorégraphie des sacs, chacun a ses petites habitudes pour l'école, on a tous des niveaux d'énergie différents, la fatigue qui intervient différemment, etc. Les rencontres qu'on fait nous impactent différemment, et donc en fait, c'est exactement la même chose que vous recréez à chaque fois que vous montez sur scène, que vous préparez, la préparation, etc. C'est une nouvelle chorégraphie, c'est vraiment, j'ai l'impression, un voyage dans le voyage, quoi. Oui, c'est très juste. Ouais. C'est pour ça que ce métier, il est génial, c'est que tu peux voyager même à côté de chez toi et tu peux rendre plus proche quand tu es loin. Enfin, voilà, c'est top pour créer des choses. La récompense, elle est tellement inattendue, elle est tellement précieuse, elle est tellement intense. Enfin, tu vois, c'est le beau des cadeaux, donc tu sais pourquoi tu fais ça, quoi. Et je sais très bien avant de jouer ce qui risque de se passer après le spectacle, tu vois, donc... Et maintenant, alors, ça fait, comme nous, ça fait 7 mois à peu près là que vous êtes rentrés. Vous avez donc clôturé la tournée de cette pièce en France, vous l'avez rejouée un peu, maintenant c'est terminé. Voilà, on a fini en décembre. Vous avez des nouveaux projets de ce genre? Pas du tout. Comment ça se passe pour vous? Là, la priorité en rentrant, ça a été pour ma part d'assurer au boulot, parce que moi je suis rentrée, j'ai retrouvé mon poste à Florent, vraiment comme si j'étais pas partie. C'était très agréable de retrouver ma routine, l'équipe enseignante, rencontrer de nouveaux élèves. Donc c'était mettre mon énergie là-dessus, voilà, bien revenir et être hyper là pour Ismaël, hyper présente le matin quand il rentre du collège, parce qu'on a été quand même collés pendant un an, Ouais. et c'était maintenant qu'on est rentré, allez, va au collège, fais tes devoirs, au revoir. Enfin, voilà. Donc ça, jusqu'en décembre, moi, c'était ma priorité, plus les 3 dates. Quand même pas rien, 3 pardon, 3, 4, 5 même. On a joué 2 fois à Frontignan. Il y a 5 dates entre quand on est rentré et le mois de décembre. Donc rien que ça, c'est énorme. Et puis, revenir chez soi, nous, on avait loué notre appartement. Donc on l'a retrouvé nickel, mais il fallait quand même remettre nos affaires. Donc voilà, moi je m'étais dit en rentrant, jusqu'en décembre, tu ne fais rien d'autre que ça. Et surtout, tu ne fais aucun autre projet, tu prends le temps. Parce que j'avais le souvenir aussi du premier voyage, où moi j'étais très très triste, très très déprimée, au moins pendant 6 mois. Et ça avait été très dur pour moi d'être vraiment en cocon à 3, puis tout d'un coup... Donc là, je m'étais dit, bon, je me mets mes priorités, et puis c'était qui j'ai envie de voir, et qui j'ai envie de manger, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et puis moi, je suis rentrée pile quand j'ai eu 50 ans, donc symboliquement, je m'étais préparé un petit expo à Paris, je voulais emmener mon chéri et mon fils. Enfin voilà, je me suis fait plein de petits plaisirs. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que tout est à inventer, parce que nous, jusqu'à présent, on a inventé à 3. Donc là, si on réinventait avec Ismaël, il faudrait que ce soit des choses plus courtes. On va pas là voilà, Ismaël avec l'âge qu'il a, il faudrait qu'on parle avec lui, je sais pas. Donc voilà, c'est à réinventer. Quelle forme, voilà, est-ce qu'on travaille tous les deux Mais voilà, la priorité, elle est. Moi, je pense qu'il faut du temps pour qu'il y ait un autre projet qui ait du sens par rapport à l'équilibre de la famille, à l'âge d'Ismaël. Est-ce que j'ai envie de me retrouver 24 heures sur 24 avec Ismaël à l'âge qu'il a maintenant? Je sais pas. Voilà. Par contre, et c'est ce que j'avais écrit un petit mot le jour de la dernière, ce qui est très dur pour moi, c'est de me dire que peut-être qu'on ne jouera plus jamais ensemble du théâtre tous les 3. Et peut-être que ça, c'est un petit peu dur. Après, c'est peut-être un petit peu faux aussi, non? Oui, en fait, on ne sait pas. Mais après, peut-être de dire, est-ce qu'on se redonne cette chance-là? Est-ce que finalement, il n'y a pas besoin? Voilà. Parce que c'est quand même lié au voyage. Donc, voilà. Est-ce que, à inventer.
Après, voilà, on sait qu'on est hyper efficaces tous les trois. On sait qu'on peut, que ça fonctionne. On sait qu'on est heureux de rencontrer. Enfin, on sait faire et on aime ça. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on se dit, il y a pas mal de choses qui sont possibles. J'ai essayé de passer le net au peigne fin pour voir s'il y avait des familles qui étaient parties avec un spectacle en tour du monde. Mis à part une famille qui continue à faire une tournée, la Circus Family, en Amérique du Sud, j'ai pas trouvé de famille qui était partie avec un spectacle autour du monde en montant une tournée et puis en van aménagé, quoi. Si quelqu'un trouve, dites-moi-le. Je rentre en contact avec eux. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on l'a fait et en toute humilité, comment dire, ça s'est super bien passé tout le temps, quoi. Je vais pas être provocateur, mais c'était presque facile pendant le voyage. Ce qui était difficile, c'était la préparation. On n'a pas parlé de la préparation. La préparation, ça a été beaucoup de temps, ça a été dur. C'est pour ça que repartir sur un projet comme celui-ci, ça veut dire, ouais, 1 an et demi, 2 ans de préparation, quoi. Trouver les financements, trouver les partenaires, enfin s'organiser. Créer le spectacle, trouver du temps. Parce que nous, on bosse en même temps, on ne peut pas se permettre d'arrêter. On n'imagine pas. Vraiment, la préparation, ça a été plusieurs fois, on s'est dit stop, on arrête et puis une fois. Une fois. Une fois, j'ai dit stop, on arrête et puis on reporte. Et moi, j'ai mis du temps à dire oui, mais une fois que je dis oui, alors non, on reporte pas. Elle m'a dit tu rigoles ou quoi? Écoute, on y va et puis on va le faire. Mais vous aviez un projet hyper ambitieux aussi. C'est dur même sans compter la partie théâtre, se lancer et mettre sa vie entre parenthèses complètement pour partir 1 an. Déjà, c'est un énorme projet. Mais après, maintenant, vous savez que vous êtes capable de le faire. Vous savez que vous aimez ça. Vous savez que ça se passe bien sur la route. Donc après, c'est possible de partir 2 mois avec une tournée. C'est possible de partir moins loin. Voilà. Il y a plein de facteurs pour, voilà. Vous pouvez jouer sur plein de paramètres aussi pour vous simplifier et si un jour l'envie vous reprend de recommencer, vous avez déjà quand même une bonne expérience de 2 gros projets comme ça et c'est pas rien. Ouais, c'est vrai. Dans l'idée, pour être concret sur les idées, il y a l'idée d'aller jusqu'à Dakar peut-être. Ouais. Avec un spectacle. Et puis. Il y a du sable, hein, Mansour. Il va falloir. Ouais, il y a de la poussière. Respirer. Et puis il y avait aussi l'idée avec Estelle, ce ne sera pas pour tout de suite, mais le regret que moi je peux avoir, c'est qu'on n'a forcément pas eu le temps d'explorer toutes les propositions de théâtre dans les pays, quoi. Et notamment ce qu'on appelle le théâtre traditionnel ou le théâtre. Tu veux dire de découvrir? Local, de découvrir et d'aller à la rencontre d'artistes. Ouais. Et moi, l'un de mes rêves, ce serait de refaire ce que l'on a fait, partir en van et avec une caméra et d'aller explorer ce que proposent les compagnies de théâtre sur les territoires, quoi. Et en quoi ça fait avancer la société, en quoi ça peut panser les plaies, en quoi ça peut guérir, en quoi ça peut... plus un documentaire, là, pour le coup. Pas forcément... Ouais, plus un documentaire, en quoi ça peut distraire, en quoi ça peut faire chier aussi. Ouais, ça, c'est quelque chose qui me botterait énormément. Après, je pense que de notre côté, on proposerait aussi quelque chose, enfin, tu vois, en échange, c'est-à-dire un spectacle. Voilà, ça, c'est un projet aussi qui pourrait nous botter, quoi. Qui pourrait me botter. Et Ismaël, il continue le théâtre, là? Non, pas du tout. En fait, il n'a jamais fait de théâtre, il en a fait qu'avec nous, mais non, les cours, non. Il adore en faire avec nous. Il est, dès qu'il lit quelque chose ou qu'il récite quelque chose, il se passe forcément quelque chose parce qu'il est né là-dedans. Donc forcément, il a quelques facilités du fait qu'il a baigné là-dedans. Mais par contre, faire du théâtre, non, c'est pas ce qui l'intéresse, quoi. Lui, ce qui l'intéresse, c'est plutôt les animaux, c'est plutôt les serpents, tout ça, mais faire du théâtre, non, ça, aujourd'hui, ça l'intéresse pas, quoi.
Et pour autant, il a pris beaucoup de plaisir à jouer avec vous. Oui, mais je pense que là, peut-être qu'il choisira ou pas, mais ça reste le truc de ses parents et il va aussi s'affranchir de nous, ce qui est normal. Après, il nous parle souvent de faire des films, plutôt. Lui, il aimerait faire des films. Il aime bien écrire. Il aime bien raconter des histoires. Voilà. Il aime bien écrire et puis raconter des histoires à l'écrit, quoi. Ça... Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour conclure ? Eh ben, moi en tout cas, j'étais ravie de pouvoir en reparler parce que je m'aperçois que j'en parle maintenant, il y a un mois. Les émotions sont toujours aussi vives et c'est très important de pouvoir en parler, de pouvoir le partager parce que ça a du sens tellement dans le partage et aussi pour comprendre pour moi un peu qu'est-ce que j'ai vécu et qu'est-ce que je vis aujourd'hui. Donc c'est toujours merci de nous laisser cette occasion de continuer à en parler. Et c'était très important. Ouais, merci beaucoup, Floriane. Merci infiniment, parce que pour moi, c'est presque une sorte de thérapie, quoi, d'en parler. Parce que ces dernières semaines, et même ces derniers mois, je n'avais pas forcément envie d'en parler, donc ça faisait longtemps que je n'en avais pas parlé. Donc merci de nous en avoir donné l'occasion, et merci aussi pour tes questions et puis ta bienveillance. Ça m'a fait beaucoup de bien, quoi. Écoute, merci beaucoup. D'habitude, c'est quand même moi qui remercie les invités. Vraiment, merci d'avoir pris ce temps et d'avoir accepté, parce que c'est pas toujours facile, en effet, de se remettre dans un voyage qui est terminé. C'est vrai qu'en général, quand même, pour le vivre moi-même, ça fait du bien aussi d'en parler. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé. J'ai une toute petite dernière question. Je sais pas s'il y a une réponse. Enfin, si, forcément, mais est-ce que on peut voir votre spectacle quelque part ou pas ? Est-ce qu'il reste une version vidéo, du coup, vu que vous ne le jouez plus ? Nous avons tous les rushs. Il faut monter maintenant. Mais en tout cas, on ne le jouera plus. Ouais. De toute façon, maintenant, même Ismaël est plus grand que son image à l'écran. Donc on peut... C'est plus bien. Ça marche un spectacle qui a une date de péremption. Mais par contre, on a tous les rushs. On a filmé une des dernières à Rony. On s'y est pas mis encore, mais ça fait partie des choses... sur les traces de ce qu'on a, de ce qu'on veut garder. Donc, on va le faire. Ouais. Promis. Quand vous le ferez, je compte sur vous pour me tenir au courant. Comme ça, on pourra le partager aussi à tous nos auditeurs et à nos lecteurs de Parents Voyageurs. Un immense merci à tous les deux, vraiment, pour ce moment passé ensemble. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Floriane, à bientôt. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode avec Estelle et Mansour, que je remercie encore une fois très très chaleureusement. Déjà, quand on avait raccroché au moment de l'enregistrement, j'étais un petit peu dans un état second, une espèce de légèreté, de joie. Ces deux-là, en fait, avec leurs pièces, je devrais même dire ces trois-là, mais bon, Ismaël n'était pas là au micro avec nous, mais avec leurs pièces, déjà, ils ont véhiculé beaucoup de bonnes ondes et apporté de la lumière et de la joie à tous ceux qu'ils ont rencontrés. Et encore une fois, en parlant, voilà. À moi, ils m'ont transmis aussi tout plein d'émotions et j'espère vraiment que cette lumière est arrivée jusqu'à vous et que ce moment d'écoute du podcast était un petit bonheur dans votre journée. En tout cas, vraiment, Estelle et Mansour, je vous le redis, merci infiniment parce que pour moi, ça a été un petit bonheur d'enregistrer avec vous et de préparer le montage et de préparer cet épisode. Chers auditeurs, si vous avez aimé cet épisode, comme d'habitude, dites-le autour de vous, parlez-en, mettez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify, et venez nous dire en commentaire sur le blog ou sur les réseaux sociaux ce que vous en avez pensé, les émotions que vous avez ressenties en écoutant, voilà, ce qui vous est venu. Je serais très curieuse d'avoir votre retour. La semaine prochaine, je vous laisse en compagnie d'Émilie avec une nouvelle capsule sur la vie en Espagne. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao.